Donc, on recommence sur la loi du qui2. Ce qu'on peut dire, c'est que xi moins mu, la somme des xi moins mu au carré va suivre une loi du qui2. Donc, du coup, xi moins x bar au carré, la somme des xi moins x bar au carré va suivre toujours une loi du qui2, mais cette fois-ci à n-1 degré de liberté parce qu'on a substitué x bar à mu. La variance d'un échantillon, on voit en fait qu'elle fait intervenir quasiment les mêmes termes. En fait, quand on calcule la variance d'un échantillon, on a la somme des xi moins x bar au carré, le tout divisé par n. Et du coup, en fait, ce qu'on peut observer à partir des deux équations, des deux dernières équations, c'est que la variable ns carré sur sigma carré, donc le s carré, c'est la variance estimée sur mon échantillon. Le sigma carré, c'est la variance théorique de cet échantillon. Du coup, quand je prélève un échantillon, typiquement ma poignée de clous qui suit une distribution normale, et du coup, cette variable ns carré sur sigma carré, elle va suivre une loi du qui2 à n-1 degré de liberté. C'est bon pour tout le monde? Surtout, vous n'hésitez pas à me couper aujourd'hui. Donc exactement comme ce qu'on faisait pour la loi de Student, on va aller lire la valeur de qui1 et de qui2 dans la table du qui2 pour n-1 degré de liberté, et on va pouvoir encadrer donc, le terme ns carré sur sigma carré, et du coup pouvoir encadrer le terme sigma carré entre deux bornes. Donc c'est vraiment cette expression-là qui va nous permettre de définir un intervalle de confiance, cette fois-ci non pas sur la moyenne, mais sur la variance de mon échantillon. Ok, encore une fois, le sigma carré, c'est quelque chose qui est théorique, j'y ai jamais accès. Ce que je suis capable de calculer, c'est le S carré, c'est mon estimateur. Et du coup, je vais pouvoir encadrer la valeur théorique de mon échantillon à partir de mon observation en posant un risque alpha, ce qui me permettra de récupérer dans la table deux valeurs de qui, donc celle du qui 1 et celle du qui 2, en me disant, de ce côté-là, comme d'habitude, je vais avoir 2,5%, 2,5% de l'autre côté. Donc la table symétrique ou bilatérale. Donc on va prendre un exemple pour cette lecture de table. Ah oui, là, j'ai pas mis d'exemple sur l'intervalle de confiance, mais bon, ça va revenir exactement au même. Et on va se servir en fait de ce test pour différentes choses. Donc on va se servir de la loi pour faire les intervalles de confiance sur la variance, mais on va se servir du test du qui2 pour tester est-ce que la distribution que j'observe correspond à une loi de probabilité. Donc là, c'est l'exemple qui est sur, quand vous tapez test du qui2 sur Wikipédia, vous allez tomber sur cet exemple. Donc on lance un dé 600 fois de suite, et on regarde combien de fois on a obtenu le 1, combien de fois on a obtenu le 2, combien de fois on a obtenu le 3, etc. Et du coup, on va savoir, est-ce que le dé est pipé? Est-ce que le dé, il a une face qui est préférentielle? Ou est-ce qu'on a bien une répartition uniforme des possibilités entre le 1 et le 6? Du coup, si je lance 600 fois mon dé, si mon dé n'est pas pipé, quel est l'effectif théorique que je devrais avoir dans la case 1, 2, 3, 4, 5 et 6? Vous m'entendez toujours? 100. Ouais, on 100. devrait avoir 100 partout. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est entre les effectifs que j'observe, le 88, et 100 que je devrais avoir théoriquement, est-ce que l'écart, il est très important ou est-ce que, non, c'est une fluctuation qui est normale? Euh, donc, la manière dont on va calculer notre qui2, cette fois-ci, c'est de se dire, pour, je vais chercher à comparer mon 88 et mon 100 en faisant la moyenne des écarts au carré. Et là, en fait, comme on a un effectif théorique qui vaut 600 et un effectif observé qui vaut 600, au final, on a rajouté une liaison entre les variables observées. Et du coup, on va perdre encore une fois notre degré de liberté. Donc là, j'ai 6 classes parce que j'ai 6 possibilités. Par contre, je vais avoir que 5 degrés de liberté. Alors, la variable qui est observée pour ce test-là, ce qu'on va faire, c'est juste 88 moins 100 au carré divisé par l'effectif théorique, 109 moins 100 au carré divisé par l'effectif théorique, etc. pour l'ensemble des cas possibles. Et ça nous donne une valeur qui vaut 3,44. Donc cette valeur-là, c'est celle qu'on va comparer à la valeur que peut prendre le qui2 si on a bien une distribution
normale de nos observations. Et du coup, bah, au final, si on a un D qui n'est pas pipé, bah, quelle est la valeur qu'il peut obtenir pour 5 degrés de liberté? Donc voilà, la formule qui est importante à chaque fois, ça va être la même. La distance du Ki2, c'est la somme des écarts au carré entre ce que l'on observe moins le théorique, divisé par la valeur théorique. Donc c'est pour ça qu'on a divisé par 100 pour l'ensemble des cases. Alors, donc on a dit 5 degrés de liberté, un risque alpha, bah, c'est pareil, quand on vous dira rien par défaut, on prendra un risque alpha à 5%. Est-ce que l'un de vous peut me donner la valeur critique du test à laquelle on va chercher à se comparer? 16,75. Tu m'as dit combien? Alors là, moi, je vois très mal. Moi, je vois 11,07. Il est là, là. Encore une fois, 5 degrés de liberté, Ah ouais. 5%. Du coup, ça nous fait une valeur critique à 11,07. Je me souviens plus ce qu'on avait observé. On a 3,44. Donc, du coup, voilà, notre distance. On a cette courbe-là. Là, 11,07, on n'a que 5% de chance que ça arrive, d'avoir une distance aussi importante. On a observé, je m'en souviens encore plus, 3,44. On est là. Bah, typiquement, si on le... Attends. Oh, c'est pénible. Le qui observé, il est très peu, enfin, il est petit, ou en tout cas, il est inférieur à la valeur critique. Donc, du coup, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle mon, mon D est pipé. Enfin, mon D n'est pas pipé, pardon. L'hypothèse nulle, c'est de se dire, si mon D n'est pas pipé, je suis capable de calculer mes effectifs théoriques, et je vais chercher à regarder quand cette valeur de D, elle devient trop importante, elle s'éloigne trop de la valeur théorique qu'elle peut avoir, on va rejeter l'hypothèse que ça suive cette loi de probabilité. Là, typiquement, notre valeur de qui, il est plus petit que le cas critique, donc du coup, on va conserver notre hypothèse selon laquelle le D n'est pas pipé. OK pour tout le monde pour le raisonnement? Ouais, du coup, monsieur, Ouais, du coup, on aurait rejeté l'hypothèse si on avait trouvé un qui supérieur à 11,07. exactement. En fait, là, et c'est ça qui est intéressant, pour qu'il soit supérieur à 11,07, il faudrait qu'il y ait un des effectifs, là, je ne sais pas, qui soit égal à 200, par exemple. Si là, vous avez 200, ici, vous allez avoir ce terme-là qui va exploser, la valeur du qui va exploser, et là, on va rejeter l'hypothèse comme quoi le D n'est pas pipé. Ok, OK? merci. Ouais, du coup, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Il y a des valeurs qui vont fluctuer. Si une valeur devient trop importante, elle va jouer sur la valeur du qui-carré qu'on calcule, et auquel cas, on rejetera l'hypothèse selon laquelle la probabilité d'obtenir un 1 est de 1 sixième. Parce que c'est ça, en fait, l'hypothèse qu'on a fait derrière. On s'est dit, si le D n'est pas pipé, la répartition, la probabilité d'obtenir n'importe quel chiffre, elle est uniforme, et c'est la même d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc on refera, cet après-midi, on va refaire un test du Ki2, en fait, pour regarder est-ce que la distribution à laquelle j'ai affaire sur mon échantillon, est-ce que je peux utiliser le fait que ça va suivre une loi normale? Parce que pour l'instant, c'était très arbitraire. On vous disait, en faisant l'hypothèse que ça suive une distribution normale, on va faire un test de Student. Et après, c'est en faisant l'hypothèse que ça ne suit pas une distribution normale, eh ben, on va faire un test non paramétrique, donc un test de Wilcoxon. Mais au final, ben, quand on a un échantillon qui est suffisamment important, on va pouvoir tester avec avec le test du Ki2, est-ce que la distribution que j'observe sur mon échantillon, est-ce que c'est probable qu'elle découle d'une loi normale, ou est-ce que, ben non, en fait, c'est pas possible, on va rejeter l'hypothèse que ça suive une loi normale. Alors, il y a quand même, pour pouvoir faire ça, vous avez vu sur le D, c'est facile, on connaît, c'est la probabilité d'obtenir un 1, c'est 1 sixième. Si on veut pouvoir faire ça sur une loi, enfin sur un échantillon qui suive une loi normale, la première chose, c'est d'avoir un échantillon qui soit au moins égal à 50. Alors typiquement, dans l'exemple de cet après-midi, il y a 49, c'est parce que c'était l'échantillon en 2014, donc on va faire quand même le test, même si on est à 49 et pas à 50. Mais dans tous les cas, il faut avoir une taille d'échantillon qui soit suffisamment importante. Après, ce qu'on tracera, c'est, bah, en fait, on va tracer l'histogramme
Et on va se dire, bah, est-ce que cet histogramme ressemble à la distribution d'une loi normale? Et au final, on va comparer bah, cet histogramme avec la probabilité qu'on va avoir dans la table de la loi normale. Ce qu'il faudra quand vous allez construire votre histogramme, comme on divise par les effectifs théoriques, se débrouiller pour que l'effectif théorique dans chacune des cases de l'histogramme, il soit au moins égal à 5. Ça, c'est important parce que si vous avez un effectif théorique égal à 0,02, vous allez diviser par une valeur qui est toute petite, donc avoir une valeur du qui2 qui est très importante. Et après, pour la lecture de la table du qui2, donc K, c'est le nombre de classes de l'histogramme, donc c'est le nombre d'intervalles dans lesquels vous allez répartir vos échantillons. Pour rappel, ou pas pour rappel, je pense qu'on ne l'a pas vu cette année. Pour tracer un histogramme, ce qu'on utilise comme formule, c'est si vous avez une taille d'échantillon, une taille n d'échantillon, K, on va l'approximer par racine de n. Donc typiquement, il y a 49 étudiants, on va faire 7 classes. Et après, on les regroupera si l'effectif théorique est inférieur à 5 dans chacune des classes. Globalement, il faudra toujours regrouper les classes extrêmes pour s'assurer d'avoir un minimum théorique de 5. Et après, quand on fait cette chose-là, pour estimer le nombre de classes pour un histogramme, essayez de prendre un nombre impair. Si vous avez un choix à faire sur un arrondi, essayez de prendre un nombre impair parce que du coup, si vous mettez un nombre impair, il y a de fortes chances que le mode principal, donc la classe qui est la plus probable, ce soit celle qui soit proche de la moyenne. OK, donc K, c'est le nombre de classes. Et après, Monsieur P, ça c'est très important, c'est Monsieur le nombre de paramètres utiles au calcul des effectifs théoriques. Monsieur Oui. J'ai pas compris en fait. Là, K, c'est quoi exactement? Le nombre de K, ça va classes? être. Ouais, K, le nombre de classes, c'est quand on va tracer l'histogramme, ce sera peut-être plus parlant cet après-midi. Ah, c'est l'effet, c'est le nombre, Ouais, qui est c'est le nombre ouais. d'intervalles comme ça, là. Ok, ok. Mais du coup, par rapport à à la loi normale, est-ce qu'on va le retrouver au niveau des formules ou pas du tout? Non, vous n'allez pas le retrouver au niveau des formules, le K. Par D'accord. contre, c'est le P qui va dépendre de la loi normale. Donc, il vous faut combien de paramètres pour décrire une loi normale? Une loi normale, elle s'est définie avec Minimum combien de 2? paramètres? Ouais, 2, ok. Donc, ouais. Quand on a une loi normale, on a 2 paramètres, la moyenne et l'écart type. Et du coup, quand on va lire dans la table du Ki2, ça va dépendre de K, le nombre de classes, mais qui est très lié à la taille d'échantillon, puisqu'on va l'estimer à partir de racine de n. K-1, parce que du coup, on a calculé tous nos effectifs à partir de ces lois. Et moins P, le nombre de degrés de liberté qui nous a permis de calculer les effectifs théoriques. Mais je pense que quand on le fait, on comprend Ok, d'accord. beaucoup mieux. Là, pour l'instant, ça peut vous paraître un peu abstrait, quoi. Et ça, c'est un test. Alors, c'est un test qui a plein d'avantages et de désavantages. Le premier, c'est qu'il est très facile, donc c'est celui qui est le plus utilisé. Il a un premier désavantage qui est quand même d'avoir un échantillon qui n'est pas si petit que ça, n supérieur à 50. Et le deuxième désavantage, c'est que, en fait, vous allez montrer que la conclusion du test, c'est je ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle ma distribution suit une loi normale. Ma conclusion, à aucun moment, c'est ma distribution suit une loi normale. Comme pour tous les autres tests. La conclusion, quand on ne rejette pas, c'est on ne rejette pas le fait que ça suive une loi normale. Du coup, on va continuer d'utiliser une loi normale pour la suite de nos calculs. Mais à aucun moment, on a prouvé que notre échantillon était issu d'une distribution qui était normale. Par contre, quand avec notre test du Ki2, on rejette l'hypothèse de normalité, là, on n'a plus le choix. La seule possibilité, c'est de passer à une approche non paramétrique. Et pardon, on ne voit plus très bien. La partie qui est importante à retenir, c'est ça. Donc la somme des écarts au carré entre la valeur observée moins le théorique et le tout rapporté à l'effectif théorique.
Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut un minimum théorique égal à 5, pour pas que cette valeur-là, faut surtout pas que vous ayez 0,007, sinon, bah, vous allez avoir votre distance qui va augmenter forcément. Alors, ce test, on va aussi s'en servir, le test du Ki2, pour tester l'indépendance de deux variables qualitatives. Donc, les variables qualitatives, ça fait un petit moment qu'on en a pu parler quand on faisait des proportions. Voilà, ça peut être défaut, pas défaut, ça peut être yeux bleus, yeux verts, ça peut être rouge, noir, ça peut être toutes les couleurs après entre le rouge. Voilà, la différence de couleur primaire. Et du coup, on va se poser la question de est-ce qu'il y a un lien entre mes deux grandeurs? Donc, alors, l'exemple typique, ça va être celui qui est, on va regarder est-ce que la couleur des yeux est liée à la couleur des cheveux. Donc pour faire ça, on aurait pu vous proposer un questionnaire, vous remplissez couleur des yeux, couleur des cheveux, et du coup, vous êtes capable de calculer une matrice ou un tableau dans lequel vous allez rapporter les résultats, et vous allez tracer les NIJ. Donc pour chacune des cases, le nombre de personnes qui a à la fois les yeux bleus et les cheveux blonds, à la fois les yeux bleus et les cheveux bruns, et à la fois les yeux bleus et les cheveux noirs. Tout le monde voit bien comment on calcule, enfin comment on peut fabriquer ce tableau, juste à partir d'un questionnaire. Et une fois que vous avez votre tableau, donc l'événement AI, c'est avoir les cheveux d'une couleur I, l'événement BJ, c'est avoir les yeux d'une couleur J, on va facilement pouvoir calculer la probabilité ici, qui est, donc d'abord l'effectif, mais puis la probabilité, qui est la probabilité d'avoir les yeux marrons, quelle que soit la couleur de cheveux que vous avez. Et de la même manière, ici, on est capable de calculer l'effectif des gens qui ont les cheveux blonds, quelle que soit la couleur de vos yeux. Et faire l'hypothèse qu'il y a indépendance entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux, ça revient à faire l'hypothèse que la probabilité d'avoir et les cheveux blonds et les yeux d'une telle couleur est égale aux probabilités qu'on vient de calculer, donc qui sont la probabilité d'avoir les cheveux blonds multipliée par la probabilité d'avoir les yeux verts. OK pour tout le monde? Ça, l'indépendance? Donc si on considère que les deux événements sont indépendants, on a le produit des probabilités. Du coup, on va pouvoir tout calculer nos probabilités. Donc, typiquement, on va pouvoir calculer. Donc, ça, c'est. Cette partie-là, c'est ce qu'on va calculer en faisant l'hypothèse d'indépendance. Du coup, on va pouvoir calculer nos effectifs théoriques. En fait, le tableau qu'on vient de voir, on va pouvoir calculer exactement le même tableau en se disant cette fois-ci, je ne garde que ma dernière colonne et ma dernière ligne. Et après, je vais recalculer chacune des cases en faisant le produit ligne-colonne extrême. Donc, je suis capable de calculer sous mon hypothèse d'indépendance les effectifs théoriques qu'on va avoir dans chacune de nos cases. Et l'idée du test du Ki2, ça va être de calculer les écarts qu'on va avoir entre, ici, c'est les effectifs observés, moins ceux qu'on a calculés en faisant l'hypothèse d'indépendance, donc la somme de ces écarts au carré, le tout divisé par les effectifs théoriques, encore une fois. On va avoir une distance qui va augmenter si nos effectifs théoriques s'éloignent des effectifs observés. Et là, cette fois-ci, le nombre de degrés de liberté qu'on va avoir, en fait, on va avoir P-1 multiplié par Q-1. Alors, pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, quand on prend une colonne, il me suffit de la valeur ici, pour pouvoir calculer mon effectif qui est là. Parce que si, quand on fait notre tableau des effectifs théoriques, on sait qu'on doit avoir de toute façon un certain nombre de personnes qui a les cheveux noirs, un certain nombre de personnes qui a les cheveux jaunes, puisque ça, c'est ce qu'on a observé dans notre échantillon. Donc, quand on va recalculer nos effectifs théoriques, on va avoir un lien entre A, B et C, il faut qu'il soit égal à l'effectif total des blonds, quoi. Donc, on a forcément P-1, le nombre de classes qu'on a dans notre couleur de cheveux, multiplié par, je ne sais plus comment il s'appelait, ça doit être N-1, le nombre de classes qu'on a pour la couleur des yeux. Voilà, c'est P-1, Q-1. Donc ça, c'est le nombre de classes pour la couleur, pour les yeux. Hein.
pour les yeux, et là, c'est le nombre de classes pour les cheveux. Et du coup, on va pouvoir calculer exactement de la même manière que pour voir si ça suit une distribution normale. Une variable du qui 2, il va falloir lire la valeur critique qui va nous dire, bah là, on va rejeter. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on fait un test, dans ces cas-là, est-ce qu'on fait un test unilatéral ou est-ce qu'on fait un test bilatéral sur la valeur du qui 2? Est-ce qu'on peut se poser la question? Vous m'entendez toujours? Oui. 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 En fait, sur ce dessin-là, on fait toujours un test unilatéral parce que ça, c'est une distance. Ok? C'est vraiment une distance. Du coup, on ne va pas se poser la question de est-ce que la distance est trop petite? Ben non, jamais on va se poser la question de est-ce que la distance est trop petite. Si elle est trop petite, c'est ce qu'on cherche à montrer, c'est que ça suit une distribution qu'on souhaite utiliser ou qu'on a indépendance entre nos variables. Ce qu'on va chercher, la valeur à laquelle on va se comparer, ce sera toujours le test à droite parce qu'on cherche à montrer que la distance, non, elle devient trop importante par rapport à nos hypothèses. Donc ce sera toujours pour les tests du qui 2, toujours un test unilatéral droite. La table du qui 2 bilatérale, elle sert uniquement pour les intervalles de confiance sur la variance de notre échantillon. Ça, c'est l'exemple. Donc voilà, ça, c'est un exemple issu d'un cours où vous avez certaines couleurs, des blonds, des roux, des châtains, des bruns, en fonction de la couleur de leurs yeux. Donc ça, c'est le tableau observé. Vous savez tous calculer la valeur 21. Hein. La somme, c'est 7 plus 7 plus 7. Pareil ici, vous savez calculer la valeur de 9. Une fois que vous avez la dernière ligne et la dernière colonne, celle-là, elle n'a pas bougé, on est capable de calculer le 1,6 qui est égal à 9 fois 21 divisé par 116. Et ça, c'est la probabilité d'avoir quelqu'un qui a à la fois les cheveux blonds et les yeux bleus, si on considère qu'il y a indépendance entre avoir les yeux bleus et avoir les cheveux blonds. OK? Pour calculer le théorique, une fois que vous avez votre théorique, vous faites vos distances du qui 2. Donc là, ici, à chaque fois, ce qu'on a, c'est théorique, non, c'est observé, on s'en fout, c'est au carré, moins théorique au carré sur le théorique. On fait la somme de l'ensemble de ces qui, donc le 22,3, c'est ça, plus ça, plus ça. On fait la somme sur toutes les lignes, toutes les colonnes, et on a un qui 2 qui vaut 33. On a combien de degrés de liberté? Il faut s'intéresser à quelle ligne de la table du qui 2 pour comparer cette valeur de 33 à une valeur critique. Je sais pas si j'ai non. J'ai la réponse, mais j'ai pas le... Vous regardez à quelle ligne de la table du qui 2 pour aller trouver la valeur critique. Soit vous m'entendez pas, soit vous suivez pas du tout, et du coup, c'est un peu problématique. À 5%? Alors, on va chercher, pour un risque à 5%, mais si je reprends ma table, c'est comme la loi de Student, en fait, elle dépend d'un nombre de degrés de liberté. Okay, il faut savoir à quelle ligne de la table on regarde. C'est pas parce que j'ai 116 étudiants que je vais regarder la ligne 116, ni la ligne 115. Okay, on répartit en classes. Et du coup, il faut regarder le nombre de degrés de liberté qui est marqué là. OK, c'est bon. Donc, pour ce tableau, je dois comparer mon 33 avec quel degré de liberté? 9. Exactement. Donc là, on a 4 moins 1 multiplié par 4 moins 1. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Donc il faut comparer cette valeur observée du qui 2 à une valeur critique pour 9 degrés de liberté. Donc si je remonte ici, là où il y a la table, elle est là. Donc ça nous fait une valeur à 16,92. Okay, pour un risque alpha à 5%. Et là, j'ai 33. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle il y a indépendance entre la couleur des cheveux et la couleur des yeux.
OK pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on va continuer sur la liaison entre deux variables, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la liaison entre deux variables qui sont continues. Attendez, j'ai des notes quelque part. Je voudrais juste... Ouais, non, je vais dégager les notes écrites. Fichage. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va me partager? Bah non, ça ne marche pas. Bah, j'ai pas de notes. OK. Alors, je jette juste un œil sur ce qu'on voit. Non, c'est directement l'exemple. Hop. Donc là, juste avant, on a regardé la liaison entre deux variables qualitatives, donc discrètes. Là, on va s'intéresser à la liaison entre deux variables continues. Donc l'exemple l'exemple du cours, je suis désolé, il est vraiment pas intéressant. C'est l'évolution du poids en fonction de la taille des personnes. Donc on se doute qu'il y a un lien. On se doute que plus on est grand, plus on est lourd. Et après, on se doute que ça ne va pas être une droite parfaite parce qu'on a de la variabilité interindividuelle. Donc, est-ce que vous savez comment on calcule cette régression? Il me semble qu'en TD, vous m'avez dit que vous saviez faire et quelle droite on va calculer. Et comment on va la calculer? Mais si, vous m'aviez dit que vous aviez fait la droite des moindres carrés. Je suis un petit peu déçu là. Donc alors, juste pour la manière dont on va calculer notre droite au moindre carré, ça c'est, comment dire, ça c'est vraiment une démonstration de maths. Donc en fait, on va juste se dire que, ah oui, si, ça c'est très important. La droite, je vais toujours l'écrire comme ça, A plus BX. OK? Généralement, vous avez toujours appris les équations de droite où c'est AX plus B. Donc là, attention, dans ce cours-là, c'est A plus BX. C'est un terme constant, et le deuxième terme, du coup, c'est B, qui est du premier ordre avec X. Et cette droite-là, en fait, la droite des moindres carrés, le B, est-ce que quelqu'un se souvient comment on calcule le B? Aucun? Donc, notre B, c'est égal à la somme des xi moins x bar, multiplié par yi moins y bar, le tout sur la somme des xi moins x bar au carré. OK. Et le A, il va être égal à y bar moins bx bar. Alors, comment on va appeler ces différents termes pour qu'on puisse les calculer sous Excel facilement? Donc, on va appeler SCXX celui-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi il ressemble le SCXX? Pardon, le carré est très mal placé. C'est la somme des écarts au carré des x. Okay, donc ça ressemble au final à l'écart type ou à la variance selon de la variable x. Le terme somme des... Il ne sert pas, mais ce n'est pas très très grave. yi moins y bar, le tout est au carré, c'est égal à la somme des carrés en y. Ça, on va également l'appeler la somme des carrés totaux. Donc la SCT. Ce qu'on va chercher à voir, en fait, c'est on a une variance sur le poids des personnes. Ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que quand je connais leur taille, je vais avoir une meilleure prédiction de leur poids. Et c'est toute l'idée de la régression. On va chercher à expliquer un paramètre. Donc le Y, le poids, c'est le paramètre qu'on cherche à expliquer. En fonction du X, celui-là, il faut se dire, on se dit qu'il est connu.
En gros, il a de la variabilité, mais on se dit que cette variabilité, on la connaît. Alors, on a défini le SCXX, le SCYY. Celui-là, est-ce que vous voyez ce que c'est, ce terme-là? C'est ni la variance de X, ni la variance de Y. Je peux pas effacer ce petit truc-là, du coup, qui est apparu. Ah, c'est pénible. Ah, c'est bon. Donc, ce terme-là, la somme des xi moins x bar multiplié par yi moins y bar. On l'a vu au premier cours. Ça, c'est la covariance de x et de y. Donc, du coup, pour calculer notre droite des moindres carrés, on a juste besoin de ces trois termes. Le produit mixte, en fait, xi moins x bar, yi moins y bar. La somme des carrés selon x, ça va nous donner la pente. Et une fois qu'on a la pente, on va pouvoir calculer l'ordonnée à l'origine en utilisant la moyenne des x et la moyenne des y. OK pour tout le monde pour ça? Donc, du coup, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va faire un tableau où on va calculer xi, bah, c'est la valeur i de x, donc là, c'est 150, moins x bar. Donc, du coup, il faut que je calcule la moyenne. Avant de pouvoir calculer cette colonne-là, il faut que je calcule la moyenne selon mes x. Il va falloir que je calcule également la moyenne selon les y, donc on calcule notre x bar et notre y bar. Donc, il faudra que vous soyez bien à l'aise sur Excel pour pouvoir calculer ces colonnes-là, xi moins x bar, yi moins y bar. Une fois que vous avez calculé cela, on va pouvoir calculer ces termes au carré et le produit des deux colonnes. Je pense que tout le monde voit bien comment on fait ça sur Excel. Il ne faut juste pas se tromper sur les indices pour pouvoir calculer tout ça. Une fois que vous avez calculé toutes ces colonnes, bah, vous pouvez faire la somme des xx, enfin la somme des carrés selon x, la somme des carrés selon y, la somme des carrés en produit xy. Et une fois qu'on a ces trois termes, bah, on revient aux équations d'avant. J'espère qu'elles sont restées. Ouais. On va pouvoir calculer le coefficient directeur de la droite au moindre carré et l'ordonnée à l'origine de la droite au moindre carré. Jusque-là, tout va bien? Oui. Alors, si tout va bien, on continue. Donc, on a calculé notre droite au moindre carré. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé. Là, en fait, cette droite, on va l'appeler droite de régression et on va s'intéresser à la qualité de cette régression. Donc, je pense que vous avez tous déjà plus ou moins en tête que. Alors, quel est le paramètre que vous regardez pour dire ma régression est bonne ou elle n'est pas bonne? À mon avis, vous l'avez tous fait. C'est le R, non? Ouais, exactement. C'est pas le R, c'est le R carré. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire, enfin, comment on appelle le R carré? Le R, on appelle ça le coefficient de corrélation. OK? Et le R carré, c'est le coefficient de détermination. Mais est-ce que vous savez comment est calculé ce R? Ou alors à quoi il correspond? Pas 1,99 ou j'ai dit des bêtises? Non, le R, il va dépendre à chaque fois de de l'échantillon que vous avez. On se dit que le R carré, il est censé être compris entre 0, ça c'est normal. Quand on a une régression parfaite, le R carré, il vaut combien? Il vaut 0? Non, ça c'est quand elle est nulle. Non, il vaut 1. Ouais, le R carré, il vaut 1 quand la régression est parfaite. Donc du coup, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, plus on a une relation linéaire entre nos deux variables. Alors comment il est calculé, ce R? Une fois qu'on a calculé nos deux coefficients, notre A et notre B, on va être capable de calculer les YI chapeau. Donc ce n'est pas le poids, hein. C'est la valeur de Y si on utilise notre équation de régression. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le tableau juste avant, dans notre tableau, on a calculé la somme des carrés des XX, la somme des YY, la somme des XY.
Et on a pu en déduire le A et le B, donc les deux paramètres de notre équation de régression. Une fois qu'on a ces deux paramètres, on va être capable de calculer pour chacune des tailles une valeur estimée de YI chapeau, parce que j'ai utilisé ma droite de régression. OK pour tout le monde? Une fois que j'ai fait ça, je suis capable de calculer la différence qu'il y a entre la valeur que j'estime et la moyenne, et la valeur que j'estime et la valeur réelle que j'observe. Et du coup, je vais pouvoir calculer ces distances et les mettre au carré. Et donc, c'est là qu'on va faire un petit dessin. J'espère que mon petit dessin va arriver. Non, mon petit dessin, il n'est pas là. Il faut que je fasse un dessin sur une des dias. Hop. Voilà, si, là, c'est là. Donc, j'ai calculé ma droite au moindre carré. Mes points qui sont réellement observés, c'est les points qui sont bleus, qui sont ici. Après, pour n'importe quelle valeur de xi, j'ai une valeur yi qui est réellement observée, et je peux calculer une valeur yi chapeau, qui est l'estimation que j'ai de y en utilisant mon équation de régression. OK pour tout le monde? Donc ça, cette distance-là, on va l'appeler la somme des carrés des écarts, des écarts, cette distance-là. Et on est également capable de calculer la somme des carrés totaux. On l'avait calculé tout à l'heure, c'est la somme des écarts au carré entre yi et y bar. Ça, c'est la somme des carrés des écarts. Et on va calculer un dernier terme qui est... Alors ça, c'est pour régression. C'est égal à la somme des carrés des écarts entre mon estimation et y bar. Donc du coup, c'est yi chapeau moins y bar. Ça plutôt. Et en fait, on a une relation qui s'appelle l'analyse de la variance. Si, on peut utiliser ce mot qui dit que la somme des carrés totaux, c'est égal à la somme des carrés expliqués par ma régression, plus la somme des carrés des écarts qui me restent à la fin. Ça, géométriquement, on le retrouve complètement. Et du coup, on va définir notre coefficient de détermination R carré, le petit R carré, lui, il sera égal à la somme des carrés que j'explique par ma régression sur la somme des carrés totaux. Tout ça, vous l'avez bien écrit dans le poly. On utilisera cette équation pour le coefficient de détermination. Et du coup, le coefficient de corrélation, lui, il est compris entre... il n'est pas borné entre 0 et 1. Le R, du coup, c'est égal au signe de B multiplié par la racine carrée de R2. OK pour ça? Donc, je pense que ça, vous avez dû le voir dans vos classes avant. C'est assez calculatoire, donc c'est pour ça qu'on fera les TD sur Excel là, à partir de maintenant. Hop. Et du coup, ici, on est capable de calculer le SCR. Donc voilà, la somme des écarts au carré entre ma valeur estimée et la moyenne, et la somme des carrés des écarts résiduels, donc qui restent à la fin, c'est la somme des écarts au carré entre ma valeur observée et ma valeur estimée par ma droite de régression. Et du coup, je peux calculer mon SCT qui est le SCR plus le SCE, et après, calculer mon R carré en faisant SCR sur SCT. Je regarde juste l'heure. Ouais, on est bien. Donc, à partir de cette équation de régression, ce qu'on va se dire, c'est, en fait, quand je prends ma population là, de gens, j'ai vu sur un échantillon qu'il y a un lien entre le poids des élèves et leur taille. Mais au final, ce que j'ai fait en prenant 9, c'est exactement comme quand je calculais ma moyenne. En fait, j'ai juste pris un échantillon, observé des valeurs petit a et petit b sur cet échantillon du lien qu'il y a entre mes variables x et y sur mon échantillon. Et du coup, comme d'habitude, ce qu'on va chercher à faire, c'est se dire, mais
à partir de cette observation sur un échantillon, qu'est-ce que je vais pouvoir estimer sur la population? Donc, comment varient le grand A et le grand B, qui sont des variables aléatoires, qui sont le terme constant et la pente de ma droite de régression. Et je vais chercher à faire exactement comme avant, soit des intervalles de confiance, soit des tests statistiques sur les valeurs grand A et grand B que je vais pouvoir estimer à partir de l'échantillon que j'ai obtenu sur typiquement la 9 personnes. Alors, quand on veut faire ça, on va faire une hypothèse qui est que les écarts qui vont me rester à la fin, donc le epsilon, je vais me dire sur ma population, il y a une relation linéaire entre le poids et la taille. Il va me rester une variabilité. Je vais faire l'hypothèse que ce epsilon, il suit une loi normale centrée réduite. Il suit une loi normale centrée, et je vais chercher à déterminer mon sigma par la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette hypothèse? C'est que dans la réalité, on a ça. On n'a pas forcément une répartition du poids pour une taille donnée qui va être homogène tout le long des tailles. Voilà, on peut avoir ça en fait, comme dans la vraie vie. Par contre, l'hypothèse qu'on va faire, c'est de dire, quelle que soit ma taille, quand je connais ma taille, l'erreur résiduelle que je vais avoir, elle va suivre une loi normale. Et ça, c'est l'hypothèse qui est sous-jacente à toute estimation à partir des équations de régression. Alors, c'est une hypothèse qui peut être un peu forte, mais qui sera toujours réalisée. Voilà, là, ça va redevenir calculatoire. En gros, on va se dire que le epsilon que je cherchais à calculer, on va chercher à l'estimer à partir de notre échantillon. Donc, on a dit que mon epsilon, il suivait une loi centrée d'écart type sigma. En fait, le meilleur estimateur de sigma que je vais avoir, ça va être S qui sera égal à la somme au carré des écarts entre ma droite et mes points divisé par n-2. Alors pourquoi cette fois-ci c'est divisé par n-2 et pas par n-1? C'est parce que quand on fait la moyenne, on rajoute 1 degré de liberté. Mais là, en fait, on a deux paramètres parce qu'on a la moyenne et la pente, donc on a perdu encore un autre degré de liberté. Et du coup, ce S, en fait, ça, la somme des écarts au carré, on l'a déjà calculé. C'est ce qu'on a appelé notre SCE, la somme des carrés des écarts qui restent après notre régression. Donc le petit test qu'on avait vu tout à l'heure, voilà, la distribution qui était gaussienne, on se dit elle est gaussienne et elle a, je suis nul pour, voilà, elle a les mêmes paramètres partout. Le meilleur estimateur de notre sigma, c'est notre S qui est égal à la racine carrée du SCE divisé par n-2. Et une fois qu'on a calculé ça, donc on l'a déjà sur le tableau, on a pu le faire assez facilement. Ce qui va être intéressant, c'est que là, on a tracé ici une droite au moindre carré, mais qui dépend des 9 valeurs que j'ai pour mon échantillon. Mais au final, ce que je vais être capable de calculer également, c'est l'intervalle de confiance sur cette droite. En fait, si je prends plusieurs échantillons, je n'aurai pas tout à fait cette droite, mais par contre, je vais pouvoir calculer l'intervalle à partir d'un échantillon, je vais pouvoir calculer un intervalle de confiance sur mon équation de régression. Et elle va ressembler à ça. J'aurais peut-être pu changer de couleur. En gros, elle sera toujours centrée sur mon X bar, Y bar. Ça, c'est mon échantillon, il m'impose ça. Et après, la variabilité qu'il va y avoir va faire que je vais avoir une espèce d'hyperbole qui va plus ou moins se rapprocher de... Enfin, qui va s'éloigner, plus on va s'écarter de la valeur moyenne de notre échantillon en X et en Y. Alors, pour calculer ces intervalles de confiance, en fait, on va avoir sur les deux paramètres de ma droite, donc mon B et mon A. Donc le B, encore une fois, c'est la pente, vous faites bien attention à ça. Donc l'intervalle de confiance sur B au risque 1 moins alpha, ça va être égal à, exactement comme pour la moyenne, au petit b, plus ou moins 1t de student, parce qu'on est sur un petit échantillon, 9 individus,
Cette fois-ci, on ne lira pas la valeur à n-1, mais vous ferez bien gaffe à lire la valeur de la table de student au degré n-2, au risque alpha sur 2, multiplié par un estimateur de la variance sur B. Et cet estimateur de la variance sur B, lui, il est égal à S sur le SCXX. Et on peut calculer exactement de la même manière un intervalle de confiance sur l'ordonnée à l'origine, qui est A. Désolé, c'est comme ça en stats, où on a pareil A plus ou moins Tn-2 au risque alpha sur 2. Donc là, on est sur des intervalles de confiance, donc on utilise bien les lois bilatérales. S de A avec S de A qui est égal à S racine de 1 sur n plus x bar carré sur SC xx. Du coup, pour l'examen, ne retenez pas ça par cœur, c'est impossible. Par contre, ce que je vous demanderai de faire, c'est de savoir les calculer sous Excel. Donc, faut vous débrouiller pour... vous faites des fiches, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est pas à retenir par cœur. Par contre, il faut savoir calculer ces termes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut commenter? La largeur de l'intervalle de confiance, elle va augmenter avec notre incertitude. Hein. On voit bien, hein, ici, il y a le terme S qui apparaît. Plus j'ai des écarts EI qui vont être importants, plus je vais avoir un intervalle de confiance sur B qui va être important. Et plus, ça c'est intéressant, plus mon SCXX augmente, plus mon intervalle de confiance il va diminuer. Et ça c'est logique aussi. Ces écarts-là, les écarts que vous avez ici, en fait ils vont être atténués par les écarts qu'on va avoir en X. Donc en gros, je vais avoir une meilleure estimation si je prends vraiment des gens qui couvrent toute la gamme de taille, alors que si j'avais pris des gens qui étaient que entre 1,70 m et 1,75 m, on comprend bien que mon équation de régression ne va pas m'apporter grand-chose sur la prédiction du poids de ces personnes. Donc voilà. Donc on sait calculer les intervalles de confiance sur A et sur B. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, pour n'importe quelle taille, je vais être en mesure de calculer l'intervalle de confiance sur la moyenne du poids. OK? Pour n'importe quelle valeur de X connue, je vais être capable de calculer l'intervalle de confiance sur la moyenne d'un échantillon qui mesurerait 1,83 m. Donc là, ça, c'est extrêmement utilisé dans tout ce qui est taillant. Alors forcément, estimer le poids en fonction de la taille, on s'en fout. Par contre, estimer la largeur du pied en fonction de la pointure, quand vous fabriquez des chaussures de ski, vous comprenez bien que c'est hyper important. Alors du coup, j'ai écrit un peu gros parce que j'ai plus de page, j'ai plus de place. Parce qu'on a encore 2 intervalles de confiance à calculer. Et il faudra bien ne pas faire la différence, ne pas se tromper entre les différents intervalles de confiance, hein, en fonction de la question qui vous est posée. Encore une fois, les formules, vous n'avez pas à les retenir par cœur. Par contre, il faut bien savoir quelle formule on utilise dans quel cas. Donc la moyenne des réponses pour un X0 connu. En gros, c'est on vous dit, les gens maintenant, ils font 1,80 m, donnez-moi la moyenne du poids de ces personnes. Y bar 0, enfin Y bar, sachant qu'on connaît X0, c'est égal à grand A plus grand B X0. Eux, on a su calculer leurs intervalles de confiance. Donc du coup, on va pouvoir dire que ce truc-là, ça appartient à un certain intervalle de confiance qui est petit a, celui qu'on a eu sur notre échantillon, plus bx0, plus ou moins montée de student au degré n-2, parce que j'ai 2 paramètres dans ma droite de régression, au risque alpha sur 2, un S de y0, et lui, ce S-là, il est égal à, ce S de y0, celui qui est là, il est égal à S racine de 1 sur n plus
x0 moins x bar au carré sur SCXX. Il fait intervenir les deux intervalles de confiance qu'on a vus juste avant. Ce qui est important, c'est de voir qui dépend de S, donc qui dépend de l'erreur qui me restait après ma droite de régression. Ça, c'est normal. Et il évolue en une racine carrée de l'écart par rapport à la valeur x moyenne. Encore une fois, quand vous avez votre nuage de points qui est comme ça, vous avez votre droite de régression qui est là. L'erreur de prédiction, plus on va s'écarter de la moyenne de votre distribution, plus elle va augmenter. Et elle est assez resserrée, hein, parce qu'elle est en 1 sur n. Et par contre, pour une réponse unique, d'accord, donc ça c'est la moyenne des gens qui mesurent 1,80 m. Par contre, si je m'intéresse cette fois-ci à une personne, je prends une personne au hasard dans la salle, je lui demande sa taille, je suis capable de calculer un écart type sur son poids. Du coup, ce n'est pas le y bar pour x0, mais c'est le y pour x0, un individu, donc a plus bx0, ça va appartenir toujours à un intervalle de confiance, plus ou moins tn-2, c'est exactement la même chose, s de y0, sauf que le s de y0, c'est exactement comme celui pour y bar, sauf qu'on va rajouter un s en plus. Donc 1 plus 1 sur n plus, hop, x, la somme des écarts au carré par rapport à la moyenne, divisé par ma somme des carrés selon x. Et ça, du coup, ça va me donner une prédiction. Donc typiquement, dans l'exemple de cet après-midi, c'est on va faire la régression entre la note de l'examen intermédiaire et la note de l'examen à la fin, pour la promotion de 2014. Donc on va calculer notre droite au moindre carré. Le premier type de question auquel je vais me poser, c'est cette année en moyenne, sur votre classe, j'ai obtenu 13. Du coup, je suis capable de prédire avec un certain intervalle de confiance la moyenne que vous aurez à la fin de l'année. Et ça va me dire, si on me demande d'avoir un taux de rejet ou un taux de revalidation inférieur à X%, comment il faut que j'adapte mon examen final? Est-ce qu'il faut que je le rende plus dur ou un peu plus simple pour vérifier les conditions de diplomation qu'on nous impose à la CTI? Donc ça, c'est cette équation-là, c'est pour moi, pour savoir est-ce que l'examen à la fin de l'année, je le fais plus dur ou plus simple. Pour vous connaissez votre note au test de manière individuelle, du coup, vous allez pouvoir calculer l'intervalle de confiance à 95% sur votre note à l'examen. Donc vous, pour savoir l'intervalle de confiance sur votre note à la fin, vous utiliserez cette équation-là. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui. Je sais pas si... Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais... En fait, à chaque fois qu'on est en ligne, on a tendance à aller super vite. Donc, si vous ne m'arrêtez pas, là, je vois, ça fait 1 heure. Ouais, ça... Enfin, voilà, on va 10 fois plus vite que quand on le fait au tableau. Enfin, on va 10 fois. Non, mais on va beaucoup plus vite que quand on le fait au tableau. Je suis désolé. Donc voilà, quand on fait nos régressions, on va être en mesure de calculer une multitude d'intervalles de confiance sur les paramètres de la droite, sur les paramètres de la détermination, sur les paramètres de la prédiction. Et donc, il ne faut pas se tromper sur quel intervalle de confiance on utilise en fonction de la question qu'on vous pose. C'est ça le plus important. Après, le reste, c'est calculatoire, mais vous avez le droit d'utiliser vos formules. Et après, si on veut tester, ce qu'on va se poser aussi comme question, c'est le paramètre de ma loi grand B, donc la pente de ma droite. Du coup, c'est une variable aléatoire. On sait que j'ai fait l'hypothèse que j'avais une distribution normale, donc mon grand B, il suit une distribution de Student. Je suis capable de calculer un intervalle de confiance. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est mais est-ce qu'il y a réellement une relation linéaire entre la taille et le poids? À partir de quand je peux dire mais il y a une relation linéaire ou pas? Ou est-ce que, non, en fait, il n'y a pas de lien entre le poids et la taille? Vous allez chercher à regarder quoi? Là, sur ce dessin-là, c'est un dessin qui est fait pour qu'il y ait une relation linéaire. Donc, on a calculé notre R carré, je ne sais plus dans l'exemple, il vaut 0,6.
Comment savoir si il y a sur ma population, et là j'ai que 9 données, donc du coup voilà, j'ai trouvé 0,6, ça je trouve j'en prends 6 autres, enfin je prends 9 autres personnes, je vais avoir d'autres valeurs. C'est une variable aléatoire. À partir de quand on dit qu'il y a relation entre le poids et la taille, donc entre mon Y et mon X? Est-ce que si j'avais des points qui étaient comme ça, vous auriez dit qu'il y a une relation linéaire entre mes deux variables? Bah non. Non. Ah non. Ok. Donc alors pourquoi là on va dire qu'il y a une relation linéaire? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait relation linéaire? Pourquoi vous Faut que m'avez ça dit suive celle une d'avant, droite. il n'y a pas et là il y a? Que Faut que ça l'écart suive une dépasse droite. par un certain nombre. Alors il y en a deux qu'on... Est-ce que Que vous pouvez l'écart ne répéter? dépasse pas. Que l'écart ne dépasse pas un certain chiffre ou nombre. L'écart ici entre ma prédiction et ma variation en X, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tu vois, enfin, pardon, du coup, je vous ai donné la réponse. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'écart là, il soit pas trop important par rapport à ma variation de X. Mais ça veut dire quoi sur ma pente? Si on veut, en fait, qu'il y ait statistiquement une relation linéaire, il faut que les EI soient petits, enfin, que le delta EI soit petit par rapport à mon delta de X. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça, ce soit non nul. OK? Pour qu'il y ait corrélation, il faut que la pente de la droite soit non nulle. Mais on a vu que notre B, là, il suivait une loi de Student. Donc, s'il suit une distribution de Student, je suis capable de calculer mon intervalle de confiance, mais je suis aussi capable de faire un test de nullité. Donc, du coup, mon hypothèse, ça va être de dire, le B que j'observe, il est égal à 0. Il n'y a pas de lien linéaire entre... Enfin, la taille n'influe pas sur le poids. Et je vais faire un test de Student pour regarder, est-ce que je vais accepter ou rejeter cette hypothèse. Et du coup, tester statistiquement une régression, c'est de faire un test de Student sur le B. Question à un bonbon. On va faire un test de Student, voilà, pour un risque alpha, mais avec combien de degrés de liberté? À n-2 degrés de liberté. Okay, parce que pour calculer cette différence-là, je suis obligé pour calculer mon EI, je suis obligé de calculer mes Y chapeau, mes valeurs estimées. Pour calculer ce Y chapeau, j'ai été obligé de calculer deux paramètres, le A et le B. Du coup, le test sur la pente, ça revient à faire un test de Student où on va considérer que la valeur observée de ma pente petit b moins la valeur théorique de cette pente, donc qui est le b, donc pour mon hypothèse nulle, je ferai mon hypothèse que le grand b vaut 0, divisé par S de b. Le S de b, on l'a déjà, enfin je vous avais déjà mis l'équation tout à l'heure, S de b, c'est égal à S qui est le SCE sur N-2 sur racine de SCXX. Et pour rappel, mon petit s, celui-là, il est égal à la somme des EI au carré sur n-2. Et ça, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la somme des carrés des écarts qui restent à la fin sur n-2. On fera l'hypothèse nulle, grand B égale à 0. On a notre petit b, on a notre écart type sur b. Et du coup, ça, on va dire que c'est un Student n-2 DDL. Et on fera un autre test. Alors là, j'ai envie de dire en fonction de l'hypothèse alternative qu'on cherche à démontrer, soit en unilatéral, soit en bilatéral. On va dire que quand on fait ce test-là, c'est plutôt un unilatéral droit ou gauche. En fait, on se dit, l'hypothèse alternative qu'on va vouloir avoir, c'est la taille a eu un effet positif sur le poids. On s'attend plutôt à avoir un truc dans ce genre-là, quoi. Donc on sera plutôt orienté pour faire des tests unilatéraux.
Alors, il y a un deuxième test, mais là, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler. Non, ça, je vais le garder pour... Je vais le garder pour... on repartira là-bas sur le dernier cours quand on fera la Nova. Donc, on repartira sur ce truc-là. J'avais un... Ouais, par contre, j'ai un exemple. OK. Du coup, quand on utilise les logiciels directement, on va retrouver les différents éléments qu'on vient d'avoir. Donc, sur Excel, on a coefficient. Par contre, alors ça, c'est pas terrible. Ça, en français, ça devrait s'appeler coefficient. C'est pas de détermination, c'est coefficient de régression, celui-là. Quand il n'est pas au carré. Celui-là, coefficient de détermination, OK. On voit qu'il y en a deux, parce qu'il y a une valeur qui est corrigée. Alors, dans Excel, il ne vous dit pas comment il l'obtient. Donc, je ne sais pas laquelle on est capable de calculer, nous, avec nos équations. On va retrouver à chaque fois une des deux. Et on va se retrouver avec notre constante, donc c'est notre grand A. Variable x1, c'est celui qu'on a appelé nous grand B. Donc on aura à chaque fois y égale à A plus bx. Ça, c'est la valeur observée sur notre échantillon. Pareil, valeur observée sur notre échantillon. On va avoir l'écart type sur cette grandeur-là. Donc nos intervalles de confiance sur... il est là, pardon. Ça, c'est l'intervalle de confiance sur mon ordonnée à l'origine. Ça, c'est l'intervalle de confiance sur ma pente. On voit que mon intervalle de confiance, en fait, il ne contient pas la valeur 0. Et s'il ne contient pas la valeur 0, ça veut dire que il y a 95% de chances que mon B soit non nul, donc qu'il y ait bien une relation linéaire entre le poids et la taille. Ce que je cherchais, là, on ne voit pas... Ah si. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est la statistique du test. Donc là, au final, on a testé, est-ce que notre A vaut 0? Ça, j'en ai pas trop parlé, on ne s'y intéresse pas forcément. Mais en tout cas, la pente de ma droite, elle vaut 1, l'écart type vaut 0,32. Quand on fait notre test de Student, ça, c'est le T observé de Student. Et du coup, on a regardé ce T-là par rapport à la valeur N-2, la valeur critique, et on est capable de calculer ici ce qu'on appelle la p-value pour ce test de non-nullité de la pente. Et en fait, si vous regardez ce résultat-là, on voit que c'est exactement le même qui est ici, qui est obtenu à partir d'un test de Fisher, donc qui est le test d'analyse de la variance. Mais qu'on verra, je préfère qu'on le fasse la semaine prochaine parce que déjà, je pense que ça va vous faire beaucoup pour cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. On aura un exemple cet après-midi. Je vais vous le mettre en ligne d'ailleurs. Il est pas mal, hein. Enfin, il est assez rigolo. C'est vraiment la prédiction de vos notes. Donc ça permet de voir s'il y a un étudiant qui... Enfin non, ça permet d'estimer le risque qu'un étudiant ait triché à partir de sa note au test intermédiaire. Ça permet d'estimer est-ce que une promotion est au même niveau que les années d'avant, ou est-ce qu'ils ont récupéré les archives des examens des années d'avant. Pas de questions? Ah pardon, j'avais pas vu. Là, je suis désolé, là, je voyais pas, j'ai pas vu les réponses, hein. Bon, si vous n'avez pas de questions, je coupe l'enregistrement. Du coup, il arrivera dans la discussion et vous pourrez vérifier ça. Et je vous mets le sujet de TD en ligne. Et par contre, j'ai une question, parce que là, je suis venu en amphi pour rien. Il n'y aura personne cet après-midi en TD non plus. C'est pas la peine que je me déplace en salle informatique. Ouais, c'est Oui, ça. non, on est en distanciel toute la journée, monsieur. Ok, Pour le très groupe bien. le groupe TD1, en tout cas, celui que vous avez. Ok, ça marche. Donc, voilà. Il vous faut juste Excel. C'est tout ce que je vous demande d'avoir. Ok. Allez, bonne journée cet après-midi pour certains. Merci, monsieur, Merci, à au vous revoir. aussi. À cet Merci, après-midi. au revoir. Arrêtez.